Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les chemins du vendredi qui vous emmènent chaque semaine à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. La philosophie est-elle une vocation? Comment viennent les idées? Comment se fabrique un concept? Et quel rôle le philosophe doit-il jouer dans la cité? Voici aujourd'hui le portrait en acte et par lui-même du philosophe André Comte-Sponville. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Je vous ai présenté comme philosophe, comment vous présentez-vous? Comme philosophe. Certains ajoutent écrivain, ce qui ne me gêne en rien, au contraire, ça me flatterait plutôt, mais mon vrai métier, c'est philosophe. Et comment vous le définissez? Par la définition de la philosophie, alors moi je propose comme définition, la philosophie est une pratique théorique, comme disait mon maître Althusser, qui a le tout pour objet, la raison pour moyen et la sagesse pour but. Et je crois que ces trois caractéristiques, le tout pour objet, donc ça inclut la métaphysique, la raison pour moyen, c'est-à-dire qu'une philosophie rationnelle, pour moi, c'est un pléonasme, et la sagesse pour but, c'est-à-dire que la philosophie doit aussi s'inscrire dans notre existence. On doit vivre mieux avec la philosophie que sans. Vous savez ce que disait Gilles Deleuze, si vous pensez que la philosophie ne sert à rien, n'en faites pas. Or, à quoi pourrait-elle servir, sinon, en effet, à vivre un peu mieux? Au fond, c'est ce que j'entends par sagesse. Je ne suis bien sûr pas un sage au sens où Épicure ou Spinoza pouvaient prétendre l'être ou y tendre. Ce que j'entends par sagesse, c'est quoi? C'est le maximum de bonheur possible dans le maximum de lucidité possible. Et je dirais que je tiens davantage à la lucidité qu'au bonheur. Comme je dis souvent, mieux vaut une vraie tristesse qu'une fausse joie. Mais le mieux, évidemment, à vivre, c'est encore une vraie joie, une joie vraie. Et au fond, je crois que c'est ça que les anciens appelaient la sagesse. Et comment la philosophie vous aide-t-elle à vivre concrètement ou à mieux vivre? D'abord, elle m'aide à comprendre, elle m'aide à réfléchir, elle m'aide à accepter. Vous savez ce que dit Spinoza, les hommes se détestent d'autant plus qu'ils se figurent être libres. C'est-à-dire quand on ne comprend pas les causes, on juge responsable tel ou tel individu. Plus on comprend les causes, plus on prend le temps de réfléchir, plus on prend du recul. Et plus il y a une espèce de pacification. Au fond, c'est peut-être le paradoxe de la pensée, c'est que la vérité de la tristesse n'est pas triste. La vérité de l'angoisse n'est pas angoissée. Et dès qu'on est dans un travail de vérité, il y a une mise à distance par rapport aux affects, par rapport aux émotions, alors, qui ne les supprime pas. Il ne suffit pas de philosopher pour éliminer toute angoisse, mais qui les met à distance. Et je crois qu'il est très important de trouver cette distance juste par rapport à ses propres affects et à ses propres émotions. Et c'est pas le travail de la psychanalyse, ça? Je crois pas, parce que la psychanalyse, au fond, elle travaille sur l'inconscient, la philosophie travaille sur la conscience, et au fond, c'est quand même plus intéressant. Ah, vous trouvez? J'en suis certain. D'ailleurs, Freud n'a cessé de dire que l'inconscient était très répétitif, très ennuyeux, surtout chez les névrosés. C'est-à-dire que c'est des histoires qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. En plus, c'est toujours les mêmes histoires, papa, maman, pipi, caca. On a vite fait le tour, si vous voulez. Et moi, qui ai passé 2 ans sur un divan de psychanalyse, et je vois aussi beaucoup de mes amis ont fait la chose. Au fond, peut-être le meilleur signe de la guérison, c'est que on cesse de s'y intéresser. Par différence avec tous ceux qu'on a vus, dont j'ai peut-être fait partie moi-même, qui en début d'analyse cassent les pieds à tout le monde parce qu'ils ne cessent de parler de leur analyse, leur petit moi, leur petit inconscient, leur petite enfance, etc. Il y a quand même plus intéressant. Et donc je crois qu'effectivement, ce qui relève de la conscience est plus intéressant que ce qui relève de l'inconscient. D'ailleurs, la psychanalyse, comme corpus théorique, Freud relève évidemment de la conscience. C'est pas à l'inconscient qu'il s'adresse, c'est à la conscience. Je dirais plus, c'est à l'intelligence, c'est à la raison. Mais vous ne pensez pas qu'on philosophe aussi avec son inconscient? Non. Que la philosophie n'est pas que rationnelle? Il faut souhaiter que ça se fasse peu. Il est vraisemblable que l'inconscient intervient dans tout comportement humain, mais enfin, si la philosophie relevait de l'inconscient, à la limite, elle n'aurait d'intérêt que pour le patient, qui serait en l'occurrence le philosophe. Je ne sais pas quel était l'inconscient d'Aristote, quel était l'inconscient d'Épicure ou de Platon, mais justement, ce que je sais, c'est que ce n'est pas à cause de leur inconscient que ces 3 auteurs, qui sont par ailleurs 3 génies, m'intéressent. Et on verra où se situe votre inconscient aujourd'hui. En tout cas, André Comte-Sponville, on va passer 50 minutes ensemble pour comprendre votre pratique de la philosophie en remontant jusqu'à votre rencontre avec la philosophie, en questionnant vos influences philosophiques et extra-philosophiques, en pénétrant dans votre atelier de fabricant de concepts, en réfléchissant au rôle politique du philosophe que vous êtes. Mais d'abord, s'il fallait identifier une chose qui vous est chère,
un thème, un concept autour duquel s'articule votre travail, vous qui avez beaucoup écrit, ce serait sans doute celui de tragique. Le tragique traverse votre travail. Oui, bien sûr. Au fond, c'est ce que j'ai appelé d'abord le désespoir dans mes premiers livres. Mais c'est la même idée, c'est qu'il y a quelque chose de désespérant dans la condition humaine. Du moins pour ceux qui, comme moi, sont athées. Pour les croyants, ça peut être différent, même si il y a aussi des croyants tragiques, à commencer par le plus grand de tous, qui est Blaise Pascal. Mais pour un athée, il y a quelque chose de désespérant dans la condition humaine, qui est la mort. Voilà. Et tant qu'on n'a pas vu ça en face, on est un petit peu dans la dénégation, dans les faux semblants de l'existence. Enfin, ce n'est pas une raison pour s'enfoncer dans le malheur, je dirais au contraire. Une fois qu'on a compris que nous allons mourir, que la vie est limitée, qu'il n'y a pas une autre vie après, raison de plus pour vivre le mieux possible, pour être le plus heureux possible. Vous savez, c'est ce que disait joliment Albert Camus dans le mythe de Sisyphe, il n'est pas possible de penser l'absurde sans avoir envie d'écrire un traité du bonheur. C'est que s'il y avait une autre vie après la mort, qui plus est une vie éternelle, à la limite, que je sois heureux ou pas dans cette vie-ci, ça n'aurait pas tellement d'importance. Mais s'il n'y a pas d'autre vie que celle-ci, alors être heureux si possible, éviter d'être malheureux, c'est quand même beaucoup plus important. Donc le tragique n'exclut pas la joie. Non, il n'exclut pas la joie. Là, je n'irais pas du cas dire avec Clément Rosset que la joie est le sentiment tragique par excellence. Ça me paraît pousser le bouchon un peu loin. Non, le tragique, c'est la prise en compte. Alors que Aristote, sur le tragique, dit, au fond, le tragique, c'est deux choses. La frayeur et la pitié. Dans une tragédie au sens théâtral du thème, soit ça fait peur, on a peur de ce qui va arriver, soit on a de la compassion, de la pitié pour le malheur du héros que l'on voit sur scène. Et je crois que c'est vrai, et qu'il y a dans la condition humaine des choses qui sont effrayantes, à commencer encore une fois par la mort, mais la souffrance, la solitude, l'angoisse, etc., et des choses qui sont pitoyable, non seulement au sens où ça supposerait la compassion, comme l'extrême malheur, mais au sens souvent où ça suscite une espèce de dédain. Le pitoyable, c'est ce qui peut inspirer la compassion, mais aussi ce qui peut inspirer le dédain. Bref, il y a dans notre vie quelque chose d'effrayant et il y a dans notre vie quelque chose de dérisoire. Et au fond, ces deux sentiments de l'effroi et du dérisoire me paraissent caractériser et la condition humaine et donc par là même le tragique. Vous vous souvenez de votre première rencontre avec la philosophie ? Un texte, un auteur, un professeur ? Écoutez, les premiers livres de philosophie que j'ai lus, donc avant même la terminale, je les donne pas dans l'ordre chronologique, j'en suis plus sûr, mais je suis à peu près certain que ce sont les trois premiers livres que j'ai lus. C'était Les Pensées de Blaise Pascal, Crainte et tremblement de Kierkegaard et Le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, bien sûr. Et donc trois auteurs tragiques. Mais pourquoi ceux-là ? Ils étaient chez vous ? Non, il n'était pas chez moi. Chez moi, il y avait Agatha Christie, il y avait Simenon. D'autres grands philosophes ? Non, mais moi, donc à l'époque, j'étais chrétien, pratiquant, et j'ai eu la chance, j'y pense souvent par différence avec Michel Onfray, qui est tombé sur ce que l'Église catholique pouvait présenter de pire dans son enfance. Il en a parlé dans plusieurs de ses livres. Moi, c'est l'inverse. J'ai eu la chance de tomber sur deux aumôniers, successivement au collège puis au lycée, le père Jaffrès et puis le père Bernard Fayet, qui étaient non seulement des gens tout à fait estimables, mais au fond, qui étaient les deux adultes les mieux que jamais fréquenté à l'époque. À 15, 16, 17 ans, je n'avais rencontré au fond que des adultes assez médiocres dans l'ensemble, sauf deux, qui se trouvaient être deux prêtres catholiques. Et le deuxième, donc Bernard Fayet, qui est resté un ami très cher, m'avait conseillé de lire Crainte et tremblement de Kierkegaard. Et donc, comme ce personnage avait à la fois un charisme et un charme fou, bien sûr, j'ai lu immédiatement Crainte et tremblement. Mais demain, alors le mythe de Sisyphe, c'était un peu dans l'air du temps, et les pensées de Pascal, écoutez, quand on est croyant, chrétien, attiré par la pensée, on ne peut pas échapper aux pensées de Pascal. Mais vous voyez, ça a commencé effectivement d'entrée de jeu par la lecture d'auteurs qu'on dit traditionnellement, et à juste titre, tragiques. Et c'est en les lisant que vous vous êtes dit que vous vouliez faire de la philosophie ? Non, c'est plus compliqué que ça. Moi, au début, je voulais écrire. Ma vocation à 7-8 ans, je voulais être écrivain. Et comme à 7-8 ans, ce qu'on lit, c'est pas des livres de philosophie, c'est des romans, je voulais être romancier. Voilà. Et toute mon enfance et mon adolescence se sont vécues dans le fantasme de devenir écrivain, donc romancier. Et puis quand j'ai découvert la philosophie, ça m'a intéressé encore plus que la fiction. Et même, je dirais que la fiction m'intéresse de moins en moins, la philosophie de
plus en plus, je n'avais plus tellement envie de raconter des histoires, c'est-à-dire d'écrire des romans. Alors oui, au tout début, prenant modèle sur Sartre, puisque comme tout jeune intellectuel de l'époque, je voulais être Sartre ou rien, un peu comme Victor Hugo voulait être Chateaubriand ou rien. Mais il a été Victor Hugo, ce qui était encore mieux. Alors moi, plus modestement, je prétends pas avoir fait mieux, mais au départ, oui, j'aurais bien voulu être Sartre ou rien, c'est-à-dire faire à la fois une œuvre littéraire, des romans, des pièces de théâtre comme Sartre, et évidemment, une œuvre philosophique. Et puis, je crois qu'il y a eu deux choses. La première chose, je viens de le dire, c'est que la fiction m'intéressait de moins en moins. À quoi bon inventer des histoires alors que la vérité est déjà tellement intéressante. Et puis la deuxième chose, c'est que je me suis découvert, je crois, très peu de talent pour la littérature, en tout cas pour la fiction. Je manquais résolument d'imagination romanesque, surtout pour écrire les romans que j'aurais pu aimer. C'est-à-dire que j'aurais pu écrire un nouveau roman ennuyeux, comme on faisait dans ces années-là, genre Claude Simon, tout ce qu'on veut. Mais moi, ce que j'aimais, c'était pas ça. C'était des romans où il se passait des choses, à commencer par Alexandre Dumas, qui a illuminé mon enfance, mais aussi bien Balzac, Stendhal, Flaubert. Et donc, découvrant que j'avais pas ce don-là de l'imagination romanesque, j'ai vite renoncé à la littérature. Puis un dernier mot, pour être tout à fait honnête, quand j'ai commencé à écrire, donc au lendemain de la rédaction, puisque là, fallait quand même commencer à faire les choses un peu sérieusement, au tout début, j'écrivais et de la philosophie et de la littérature. Et j'ai constaté très vite que tout ce que je faisais en littérature, des nouvelles, des débuts de romans, quelques poèmes, était d'une tristesse infinie. C'est-à-dire que dès que j'écrivais au plus près de moi-même, ou de ma sensibilité, peut-être de mon inconscient, comme vous diriez, c'était d'une tristesse à pleurer. Alors qu'à l'inverse, quand j'écrivais des textes de philosophie, c'était plutôt tonique, joyeux, une espèce d'allégresse de la pensée. Et donc j'ai décidé finalement d'aller non seulement là où, me semble-t-il, mon talent était le moins contestable, mais aussi d'aller du côté où il y avait de la lumière, c'est-à-dire de la joie. La philosophie, comme pour beaucoup de personnes chez vous, a été aussi transmise par certaines personnes et on compte parmi vos maîtres, vous l'avez nommé dès le début de l'émission, Louis Althusser, que voici. Le diagnostic de mort de la philosophie est un diagnostic, mais est le diagnostic de quelque chose qui ne concerne pas tellement la philosophie, mais qui concerne la disparition de certaines formes d'existence de la philosophie, mais qui en même temps signifie que la philosophie persiste et dure dans des formes extrêmement stables et extrêmement fortes. Je pense que c'est le cas aujourd'hui. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Bienvenue sur les chemins du vendredi pour ce nouveau numéro de Profession philosophe. Aujourd'hui en compagnie d'André Comte-Sponville. Nous venons d'entendre la voix de Louis Althusser. C'était en 1976 sur France Culture. Il diagnostique ce qu'il appelle la mort de la philosophie en disant que c'est peut-être plus compliqué que ça. On tient toujours la philosophie pour morte. Or, il n'en est rien. Quel rôle a joué Louis Althusser pour vous ? Il a joué un rôle un petit peu de relais, c'est-à-dire que une bonne partie de ma vie, mais donc aussi de ma philosophie, puisque la philosophie, bien sûr, de chacun est liée à son existence, tient au fait que j'avais 16 ans en 1968 à Paris, et que donc, comme des centaines de milliers de jeunes gens, j'ai été pris d'une passion pour la politique totale, ravageuse, avec ce que ça suppose de sincérité, d'enthousiasme, mais aussi, il faut bien le dire, de niaiserie et de panurgisme. Toujours est-il que cette passion politique m'a profondément changé. J'étais au départ chrétien, pratiquant, catholique. J'allais à la messe tous les dimanches. Je lisais Pascal et Kierkegaard, ce qui n'est pas rien. Et puis au bout de quelques années après, parce que 68 a enclenché un processus, j'étais devenu marxiste, communiste, athée. Et encore aujourd'hui, je me demande ce qui se serait passé et quelle serait ma philosophie si justement je n'avais pas eu 16 ans en 68 à Paris. Eh bien, je n'en sais rien. Toujours est-il que voulant écrire, optant de plus en plus pour la philosophie davantage que pour la littérature, et étant à la fois communiste et marxiste, évidemment, je ne pouvais pas ne pas rencontrer Louis Althusser. En l'occurrence, je l'ai d'autant plus rencontré que j'ai été son élève à l'école normale supérieure et que l'homme était bouleversant de gentillesse, de simplicité, de douceur, paradoxalement. Je dis paradoxalement parce que lui qui écrivait rude, avec une pensée très très appuyée, très très structurée, presque violente dans certaines de ses thèses,
était dans la vie privée d'une gentillesse, d'une douceur exquise. Et le contraste entre les deux, entre cette pensée presque surarmée et cet individu extrêmement doux et en quelque chose désarmant, ça m'a toujours paru très, très touchant et très caractéristique d'Althusser. Mais voilà, donc j'ai rencontré, aux deux sens, concrètement, physiquement, mais aussi surtout intellectuellement, Louis Althusser. Je me définissais pas comme althusserien parce que à moi comme à lui, il me suffisait de me dire marxiste, mais effectivement, j'ai commencé à philosopher chez Marx, et donc, parce que c'était l'ère du temps, aussi chez Althusser. Que reste-t-il de votre foi et de votre communisme, André Comte-Sponville, aujourd'hui ? Pas grand-chose, ni de l'une, ni de l'autre. Et en même temps, il reste une espèce de fidélité. Alors, souvent, je me définis comme athée fidèle. Athée parce que je ne crois en aucun Dieu, bien sûr, mais fidèle parce que je reste attaché, malgré tout, à un certain nombre de valeurs morales, culturelles, spirituelles, qui sont nées souvent dans les grandes religions, et spécialement parce que c'est mon histoire, dans ce qu'on appelle la tradition judéo-chrétienne. Et donc, il ne reste rien de la foi, mais il reste la fidélité. Et je dirais qu'en politique, c'est un petit peu pareil. Je ne suis plus marxiste, je ne crois plus à une révolution nécessaire. Je suis devenu, au fond, une espèce de social-démocrate ou de libéral de gauche, comme la plupart de mes amis d'ailleurs. Mais je reste attaché à une certaine vision de l'histoire, à l'idée que l'histoire avance par son mauvais côté, comme disait Marx, mais plutôt dans la bonne direction. Je suis resté un progressiste, je suis resté quelqu'un de gauche. Je pense que la politique doit se mettre au service du progrès plutôt que de la réaction, et surtout des plus pauvres, des plus faibles, des plus démunis, plutôt que des plus riches. Simplement, c'est plus compliqué à faire que certains ne le croient, et je dirais que voilà, en cours de route, j'ai pris davantage conscience de la complexité des choses politiques. Alors on reviendra sur votre conception du politique et de la politique dans un dernier temps de cette émission. D'abord, on va écouter une autre voix d'un autre professeur qui a compté pour vous, il s'appelle Marcel Conche. Personne ne peut dire qu'il a la vérité. Chacun doit admettre qu'il y a d'autres vérités que la sienne. En ce qui me concerne, j'ai ma vérité, qui est le résultat non pas d'une démonstration, mais d'une méditation. C'est-à-dire que de ce qui, dans les sciences, n'a pas cours, n'a pas de réalité dans les sciences. Un savant argumente, il démontre, il expérimente, il vérifie. Mais la méditation, c'est le propre du philosophe. Et notre vérité philosophique, c'est le résultat d'une méditation qui est indissociable de l'existence elle-même. Ce philosophe qui identifie l'exercice philosophique et la méditation, c'est donc Marcel Conche, c'était en 1993 sur France Culture également. Vous y croyez à cette identification entre philosophie et méditation, en tout cas à ce lien, André Comte-Sponville, qui est très peu exploré? Tout dépend dans quel sens on prend le mot de méditation, parce que maintenant on a tendance à parler de méditation surtout au sens oriental du terme, pour traduire ce que les Japonais appellent le zazen, c'est-à-dire littéralement le zen assis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une pratique silencieuse. C'est la méditation assise, immobile, silencieuse et sans objet. Ce qui exclut tout à fait la philosophie, précisément. Parce que la philosophie, par définition, ça se fait avec des discours et des raisonnements, comme disait Épicure. Ça se fait avec des mots. Et donc, la philosophie n'est pas méditation au sens du zazen, au sens de la méditation assise, silencieuse et sans objet, mais bien sûr, elle est méditation au sens traditionnel du terme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une pensée toujours reprise. Nietzsche comparait ça à la rumination des bovins. Voilà, philosopher, c'est ruminer ses pensées. Parce que comme en philosophie, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de vérification expérimentale, il n'y a pas de démonstration en toute rigueur. On n'est jamais certain d'avoir raison. J'ai ma vérité, disait Marcel Conche à l'instant. Et comme on n'est jamais certain d'avoir raison, on recommence toujours ses pensées. On rumine, on répète, et en ce sens-là, oui, je crois que la philosophie est indissociable de la méditation. Sauf que ça ne tient pas lieu de définition, parce qu'on médite aussi, j'imagine, dans d'autres disciplines. Je veux bien croire qu'un romancier, un historien, un juriste, que sais-je, peuvent aussi, comme ça, remâcher leurs propres pensées, parce qu'au fond, c'est ça, méditer. Voilà, donc il peut y avoir méditation sans philosophie, mais il ne peut pas y avoir philosophie sans méditation. Donc vous pensez que c'est au sens métaphorique que Marcel Conche emploie ce terme? C'est-à-dire pas au sens de la méditation à proprement parler, où on s'assoit et on médite? Je pense qu'il le prend au sens, mais c'est le sens traditionnel, de la pensée
toujours recommencer. Voilà. Mais avec des mots. Marcel n'est pas du tout un praticien de la méditation au sens oriental du terme. Il fait pas zazen. Je pense d'ailleurs qu'il n'aurait peu d'intérêt pour ce genre de choses. Il faudra lui poser la question. Par contre, il a ce goût de la pensée, et comme il sait que la philosophie n'est pas une science, eh bien il sait qu'on n'en a jamais fini avec ses idées. Et quand on recommence à penser ce qu'on a déjà pensé pour aller un peu plus loin, pour essayer d'être plus précis, plus profond, c'est ce qu'on appelle la méditation au sens tout à fait traditionnel du terme. Qu'est-ce qui vous a transmis, Marcel Conche ? Une vraie pensée philosophique, c'est-à-dire que moi j'ai été en même temps l'élève d'Althusser et l'élève de Marcel Conche, sauf que Althusser était extrêmement célèbre, beaucoup plus que les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent s'en douter, parce qu'il est quand même passablement oublié, extrêmement à la mode, même s'il était un peu moins quand j'étais son élève que quelques années plus tôt, alors que Marcel Conche était totalement inconnu de tout le monde. Ses premiers livres, dans ces années 70-80, étaient publiés à compte d'auteur, aux éditions de Mégare, qu'il avait lui-même créé, dont il était d'ailleurs le seul auteur. Or, j'ai très vite compris que le vrai philosophe des deux, c'était Marcel Conche. Althusser avait beaucoup de talent, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'affection pour lui, mais au fond, s'il fallait s'interroger sur la métaphysique de Louis Althusser, il n'y aurait pas grand-chose à dire sur la morale de Louis Althusser, sur l'éthique de Louis Althusser. On trouverait davantage de choses à dire sur la théorie de la connaissance, ou ce qu'il appellerait plutôt, lui, l'épistémologie, mais au fond, des choses pas du tout extraordinaires. Et voilà, et donc Marcel Conche a contribué à me réinstaller dans la grande tradition philosophique. C'est-à-dire que grâce à lui, notamment grâce à un cours sur Épicure qu'il faisait l'année d'agrégation, puisque l'épicurisme est de programme quand j'ai passé la grecque, ben voilà, tout d'un coup, j'ai compris que ce que disait Épicure il y a 23 siècles était plus intéressant, plus utile, plus profond, plus nécessaire que ce que disait Louis Althusser depuis quelques années. Et ça ne m'a pas empêché d'avoir pour Althusser beaucoup d'affection et même d'admiration, mais voilà, Marcel Conche m'a remis devant ce qu'est essentiellement la philosophie. Est-ce que ça veut dire qu'il vous a transmis le désir de proposer votre philosophie ? Considérez-vous que vous avez une philosophie ? Oui, je considère que j'ai une philosophie. Je me souviens d'une conversation l'année juste après la grecque, en octobre, je vais au cours de Marcel Conche à la Sorbonne pour lui dire que j'étais reçu à l'agrégation, pour le remercier, etc. Et on fait quelques pas après son cours, je l'accompagne à son arrêt de bus et il me demande « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?» Je lui dis « Écoutez, Monsieur Conche, je me suis inscrit en thèse sous les directions de Jean Toussaint de Santi sur le sujet suivant, l'idée d'idéologie chez Marx. » Là encore, les jeunes ne se rendent pas compte à quel point c'était un sujet quand même très branché. C'est le sujet dans la mode, ce n'est là incontestable. La notion d'idéologie chez Marx. Marcel Conche se tait 2-3 secondes et me dit simplement « ce n'est pas un bon sujet ». Alors je lui dis « mais Monsieur Conche, pourquoi ?» Il me dit « c'est simple, la seule vraie question c'est de savoir si vous croyez ou non en la sagesse ». La question était totalement saugrenue. Dans ces années-là, personne ne parlait de sagesse, mais comme j'avais passé beaucoup de temps à lire Épicure, à lire Spinoza, que j'avais lu même avant Épicure, et que ces auteurs m'avaient infiniment frappé, je lui réponds un peu timidement, « Oui, je crois à la sagesse ». Et Marcel conclut, enfin à l'époque je disais Monsieur Conche conclut, « Dans ce cas-là, la notion d'idéologie chez Marx, ce n'est pas un bon sujet ». Il avait évidemment raison. Vous voyez. Et donc Marcel Conche a contribué à me faire rompre avec la mode philosophique et dérisoire comme toutes les modes, mais même pour une part avec une forme de modernité philosophique ou de post-modernité philosophique. Je me suis mis résolument à philosopher à l'ancienne. D'ailleurs, quand mon premier livre est paru, le Mythe d'Icare, en 1984, c'était au plus fort de la mode dite des nouveaux philosophes, BHL, Glucksmann, etc. Et donc, je me souviens qu'un journaliste m'interviewant en 1984 m'avait dit « Est-ce que vous êtes, vous aussi, un nouveau philosophe ?» J'avais répondu « Non, pas du tout. Moi, je suis un ancien philosophe. » Ce que je voulais dire, c'est que je voulais philosopher à l'ancienne. Et au fond, je crois qu'une partie de la singularité de mon travail a tenu à ça au départ. C'est que bien loin de surfer sur telle ou telle mode, j'ai pris le parti délibérément de m'ancrer dans la tradition philosophique la plus classique, mais pour une bonne part la plus ancienne. C'est-à-dire que les Grecs, plutôt que le 19e siècle, si vous voulez, Épicure plutôt que Hegel, par exemple.
ou Spinoza plutôt que Husserl. Voilà. Et dans cet enracinement-là, dans le passé lointain de la philosophie, Marcel Conche a joué un rôle très important. Et en même temps, il ne s'agissait pas de s'enfermer dans le passé, parce que ce que je voulais faire en effet, c'était dès le départ proposer une philosophie pour notre temps. Mais quand j'avais le sentiment que la modernité s'enferrait dans un certain nombre d'impasses plutôt sophistiques qu'autre chose, pour pouvoir avancer, j'ai pris le parti de reculer très loin dans le passé, mais encore une fois, le but, c'était d'avancer à nouveau. Alors, on va avancer ensemble, on va essayer de comprendre la singularité de votre pensée. Et pour ce faire, nous allons laisser la parole à des personnes qui ne sont pas philosophes, et d'ailleurs, c'est autre chose que des textes philosophiques, des influences, disons, extra-philosophiques peut-être dans votre pensée. Voici un extrait, je ne le nomme pas, vous le reconnaîtrez, on en parle juste après. À quoi buvons-nous? Pourquoi pas au roi? Quoi, cet enfant? Le cardinal est roi sans en avoir le titre, alors autant boire à lui. À la France? On l'a servi, défendu au prix de notre sang, et tout ça pourquoi? L'amitié? L'amour? J'ai un conseil, petit. Ne crois personne. Mais enfin, vous croyez bien en quelque chose tout de même. Ça. Ça. Et ça. Et celui qui te dira le contraire est un idiot ou a quelque chose à te vendre. Je sais qu'Athos peut paraître froid et antipathique, mais il ne faut pas être dupe. Au fond, tu sais... Il est vraiment froid et antipathique. La parole est aux 3 mousquetaires et à Athos, à qui lorsqu'on demande à quoi il peut trinquer, est-ce qu'il a envie finalement de célébrer par-dessus tout ce en quoi il croit, quand il dit ça, ça et ça, dans l'extrait qu'on a entendu, il parle de l'argent, des armes et de l'alcool. Ce qui se ramène à ce qu'il appelle le réel. Qu'est-ce qui vous plaît tant chez les 3 mousquetaires, André Comte-Sponville? D'abord, c'est quand même un livre totalement passionnant. Moi, j'ai lu 3 fois toute la trilogie, donc les 3 mousquetaires, 20 ans après, qui est le volume que je préfère, et le Vicomte de Bragelonne. Je ne connais pas de livre, pour mon goût, aussi passionnant que ça. Donc je l'ai dévoré à chaque fois, alors que je connaissais parfaitement l'histoire. Mais ce qui me touche surtout dans la trilogie, et a fortiori dans 20 ans après, qui est son sommet, je me souviens une fois avoir lu un article dans Le Monde de Josiane Savigno, qui disait bizarrement, il y a 2 sortes d'auteurs, ou 2 sortes de gens, je ne sais plus, je pense qu'il y a 2 sortes d'auteurs. Il y a ceux qui mettent 20 ans après plus haut que tout, et les autres. Eh bien, je fais résolument partie de la première catégorie. Je mets 20 ans après d'Alexandre Dumas plus haut que tout, pas d'un point de vue littéraire. Littérairement, j'ai plus d'admiration pour Flaubert ou Proust, mais pour ce qui est de la passion et de l'émotion, effectivement, ce livre me bouleverse. Et notamment à cause de ce personnage d'Athos, qui est un personnage totalement désespéré. Et de quand il vous dit ça, ça et ça, l'argent, le vin et les armes. Et les armes, voilà, c'est une vision désespérée de la condition humaine. Sauf que c'est le contraire d'un nihiliste, parce qu'il est prêt à mourir pour une cause qu'il croit juste, servir son roi, aider un ami, secourir la reine en position de détresse. Et ça me fascine parce que ça montre que contrairement à une espèce de tarte à la crème que beaucoup défendent, on n'a pas besoin d'espérer ou de croire en je ne sais quel autre monde. Non, ça et ça veut dire il n'y a pas de surnaturel, pas besoin de religion. Tout est devant nous. On n'a pas besoin d'une religion ni d'une espérance pour vivre dignement. Parce que non seulement Athos est un personnage plein de dignité, mais il est d'une noblesse exceptionnelle. Et moi, ça me fascine parce qu'au fond, c'est la récusation en acte du nihilisme dans lequel j'ai quand même beaucoup baigné, puisque quand j'étais adolescent, jeune étudiant, jeune philosophe, il était de bon ton, au fond, de dire que tout est relatif, il n'y a pas de valeur, la morale, c'est des conneries. Quand on est nihiliste et qu'on ne croit en rien, qu'il n'y a aucun sens, aucune vérité? Oui, qu'on ne croit en rien et qu'on est attaché à aucune valeur, à aucun principe, qu'on n'a ni morale, ni idéaux. Alors voilà, en un sens, Athos ne croit en rien, il est totalement désespéré, il y a le sexe, l'alcool, les armes, très bien, et pourtant, il se conduit avec une espèce de noblesse, de générosité sans égale. Et moi, il m'est arrivé de dire qu'au fond, tous les livres que j'ai écrits, c'était pour donner à Athos la philosophie qu'il mérite. Parce qu'il n'a pas de philosophie explicite dans le livre d'Alexandre Dumas. Mais on sent bien que ce type de personnage, qui au fond illustre ce qu'Aristote appelait la magnanimité, c'est-à-dire la grandeur d'âme. Voilà. Et il a une âme
immense, gigantesque, alors que par ailleurs, il ne croit en rien d'autre que ça et ça, c'est-à-dire il ne croit en rien d'autre qu'au réel. Au fond, c'est une pensée de l'immanence, puisque l'immanence, c'est justement ça et ça, pas forcément le sexe, l'alcool, les armes, mais au fond, des choses qui relèvent de ce domaine. Alors lui ne dit pas le sexe, il dit l'argent. Ah, oui, donc Oui, mais c'est intéressant. Chacun C'est ce que vous avez problèmes. vous ajoutez à Athos. Pour ma part, j'attache effectivement encore plus d'importance au sexe et même beaucoup plus qu'à l'argent. Vous avez un peu écrit dessus, mais d'ailleurs. voilà, c'est une pensée de l'immanence, sans arrière-monde, comme dirait Nietzsche, sans espoir transcendant, sans illusion sur l'espèce humaine, et pourtant une grandeur d'âme exceptionnelle. Vous voulez être l'Athos de la philosophie? Je me souviens, avec quelques amis, il se trouve que nous sommes un petit groupe de 4 amis qui nous connaissons depuis l'Hippocagne. Et comme on était 4, évidemment, on a pensé aux 4 mousquetaires et j'ai réparti les rôles. Et évidemment, je me suis réservé le rôle d'Athos. Alors, aux côtés d'Athos, très près de votre cœur, on trouve ceci. Alors je ne sais pas si on écoute mieux la musique dans le noir, mais en tout cas dans ce studio de France Culture avec les volets mi-clos, l'émotion est très forte. Que sommes-nous en train d'écouter, André Consponville? C'est le très fameux quintet en ut dit à 2 violoncelles, puisque c'est le cas. Donc c'est un quatuor à cordes auquel Schubert a ajouté un second violoncelle, qui est donc une formation assez rare. Et c'est l'une des plus belles partitions de toute l'histoire de la musique. Et notamment ce mouvement lent de ce quintet en ut est bouleversant, et pas tellement bouleversant par la tristesse, comme dans certaines des ultimes sonates de Schubert, que par quelque chose qui est au-delà de la tristesse, comme s'il était passé de l'autre côté du désespoir. Tout d'un coup, cette espèce de sérénité, de douceur, et puis d'élévation spirituelle, c'est-à-dire que aucune musique, je crois, ne me donne à ce point le sentiment de l'éternité. Pas une éternité pour après la mort, non, le toujours présent du réel, le toujours présent du vrai. Donc c'est une musique qui, moi, me bouleverse. Je crois qu'il n'y a pas de morceau de musique qui me touche à ce point. Comme compositeur, je mets, comme tout le monde, je pense, Bach, Mozart ou Beethoven encore plus haut que Schubert, mais cette œuvre-là, qui est vraiment à la fin de la vie, il est mort à 31 ans. Si Beethoven était mort à 31 ans, on n'aurait que les 2 premières symphonies, et donc personne ne connaîtrait le nom de Beethoven. Et l'Europe n'aurait pas d'hymne. Alors que tout le monde connaît Schubert, parce que dans les quelques dernières années de sa si courte vie, il a fait une bonne vingtaine de chefs-d'œuvre absolus. Mais il se trouve que par ailleurs,
Je préférerais ressembler à Mozart, mais évidemment, je suis, pour mon malheur, beaucoup plus proche de Schubert, au génie près, hein, mais simplement cette espèce de sensibilité un peu déchirée, ce sens de la solitude, ce sens d'une forme de détresse. Moi, ça me touche beaucoup. Alors, j'admire davantage la lumière de Mozart, mais la pénombre de Schubert m'est plus proche. C'est très difficile de parler de musique, et pour cause, il n'y a pas de mots, de langage au sens où nous l'employons tous les jours dans la musique. Et quel rôle est-ce que l'écoute de la musique, l'émotion procurée par la musique, joue pour vous dans votre travail philosophique, André Comte-Sponville? Elle a joué un rôle très important, et je crois qu'elle joue encore un rôle important, même si je ne travaille plus en musique. Mes premiers livres ont été tous écrits avec un flot de musique ininterrompu. Que de la musique classique? Que de la musique classique, oui. J'aime beaucoup certains chanteurs et surtout certaines chanteuses comme Piaf et Barbara, mais on peut pas écrire en écoutant du Piaf et du Barbara. On peut écrire en écoutant du Bach, du Mozart, etc. Donc maintenant, je travaille en silence parce que je crois qu'on travaille mieux comme ça. Mais ça joue un rôle décisif. Là encore, je peux raconter une anecdote. C'est un peu l'esprit de votre émission. Ça se passe l'année juste avant ou juste après l'irrigation. J'étais donc un jeune étudiant parisien, un normal sup, donc très dans l'air du temps, un peu branché, etc. Et avec mon meilleur ami de l'époque, on descend le boulevard Saint-Michel. Et devant un disquaire, sur le trottoir, il y avait des disques soldés, des 33 tours, des vinyles. Et mon ami me montre l'un de ces disques, il me dit « Tu connais ?» Je lui dis « Non, je connais pas ». Il me dit « Tu devrais l'acheter, c'est pas cher et c'est vraiment génial ». J'adorais cet ami, je lui donne une confiance aveugle, j'achète donc le disque. C'était La jeune fille et la mort de Schubert, dans la version pour quatuor à cordes, par le quatuor hongrois. Je rentre donc chez moi, je mets ça sur mon tourne-disque, il n'y avait pas de chaîne stéréo à l'époque dans ma turne rue d'Ulm. Ça me paraît aride, acide, rebutant. Mais je faisais à cet ami une confiance aveugle, donc je remets le disque 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois. Au bout de la 20e fois, j'avais les larmes aux yeux, comme si tout d'un coup je venais de comprendre ce que c'était que l'art, que la beauté, que la sincérité, que l'honnêteté. Et tout ce que je faisais profession d'admirer 8 jours plus tôt, c'est-à-dire les petits essais brillants qui sortaient dans les années 70, m'a paru tout d'un coup totalement dérisoire, sans intérêt, au fond un peu méprisable. Et donc j'ai résolu à ce moment-là, et je me suis dit comme ça, de ne plus lire que des livres qu'on puisse comparer sans ridicule à La jeune fille et la mort de Schubert. Je vous jure que ça fait un sacré tri. Oui. Et donc j'ai gagné énormément de temps. Parce que du coup, forcément, je suis revenu, c'est un peu prolongé ce que disait sur Marcel Conche, vers les anciens. Vous voyez, parce que oui, l'éthique à Nicomaque, la métaphysique d'Aristote, les dialogues de Platon, les médiations métaphysiques de Descartes, tout ça, on peut le comparer à La jeune fille et la mort sans ridicule, vous voyez. Mais il y avait peu de livres qui paraissaient ces mêmes années dont on ait pu dire la même chose. Et donc voilà, Schubert m'a ramené vers l'essentiel. De même, je l'ai raconté dans mon dernier livre, mon recueil de propos, que Beethoven. Un jour chez ma mère, j'écoute par hasard, parce que ma mère n'était pas là, elle était en retard, elle me dit « installe-toi », il y avait un mot sur la porte, donc je m'installe, je mets un disque au hasard, c'était l'Empereur, le 5e concerto pour piano de Beethoven, alors que je connaissais déjà parce que je l'avais écouté enfant, parce que ma mère était très mélomane. Et tout d'un coup, cette grandeur héroïque de Beethoven, confrontée à ma petite vie ridicule, dérisoire d'intellectuel parisien branché, ça m'a fait honte. Beethoven m'a fait honte et m'a remis lui aussi, même avant Schubert, pour rétablir l'ordre chronologique, il m'a remis devant l'essentiel. Ouais. Et puis Mozart, peut-être encore plus que les deux autres, Schubert et Beethoven, parce que on ne peut pas l'aimer sans avoir ce sentiment de vénération. Il y a quelque chose de miraculeux dans la musique de Mozart. Je me souviens, une fois, j'étais allé écouter le Quartetto Italiano au Théâtre des Champs-Élysées dans un récital Schubert. C'était sublime, évidemment. Et puis, ils font un bis. Un morceau de quatuor que je ne connaissais pas. Ça pouvait pas de Schubert, parce que je connaissais tout Schubert à l'époque. C'était beau comme du Schubert, peut-être un peu plus léger.
un peu plus élégant, un peu plus lumineux. Et tout d'un coup, je me suis dit, merde, Mozart. Et j'en avais les larmes aux yeux. Et c'est la première fois que j'entrais dans la musique de Mozart. Voyez. Et à nouveau, quand on aime Mozart, Beethoven, Schubert, il y a toute une partie des discours qui étaient à l'époque à la mode qu'on ne peut plus tenir, une forme de relativisme mou. Moi, je suis par ailleurs philosophiquement plutôt du côté du relativisme. Je ne crois pas un bien absolu, ni un beau absolu à la fin de Platon, mais ce dont j'ai horreur, c'est ce que j'appelle le relativisme mou, qui au fond est une forme de nihilisme, qui veut nous faire croire que tout se vaut. Voilà. Eh bien non, quand on a aimé Athos à 11 ans, quand on a admiré Mozart, Beethoven, Schubert à 20 ou 25 ans, il n'est pas possible de penser que tout se vaut. Et au fond, si j'ai écrit le petit traité des grandes vertus pour combattre l'amoralisme ou le prétendu immoralisme des années 60-70, je le dois pour une bonne part aux musiciens. Vous avez beaucoup écrit, André Comte-Sponville, j'ai pas compté le nombre d'ouvrages, peut-être le connaissez-vous? Une trentaine. Voilà, plusieurs dizaines, j'allais dire, c'est ça, une trentaine, ça tient sur 2 pages, en tout cas que j'ai sous les yeux. On va essayer d'entrer dans le processus de rédaction de ces ouvrages, et pour ce faire, comme chaque vendredi à peu près à 7h, eh bien c'est Gaston Bachelard qui va ouvrir la porte de votre atelier. Leibniz travaille de jour. Il vit dans une chambre sombre. Quand l'esprit perd sa fraîcheur, son mordant, Leibniz a coutume de prendre un court sommeil dans son fauteuil. Mais, nous dit-il, ce sommeil est si profond que l'esprit en sort tout neuf, à nouveau aiguisé. Comment écrivez-vous, André Comte-Sponville? Est-ce que comme Leibniz, en tout cas raconté par Bachelard, vous écrivez plutôt de jour et des courtes siestes vous permettent de retrouver votre esprit vif? J'écris le matin. Alors quand j'étais jeune, j'avais une puissance de travail plus grande qu'aujourd'hui. Je travaillais le matin et l'après-midi, d'autant que j'étais prof à plein temps. Et que donc, tous mes premiers livres, je les ai écrits pendant les week-ends et pendant les vacances. Ce qui veut dire que pendant 20 ans de ma vie, en gros, je n'ai eu ni week-end ni vacances. Maintenant que je suis à la retraite en tant qu'enseignant, j'ai davantage de loisirs. Donc oui, j'écris le matin. Alors, la journée ordinaire, c'est de 8h à midi, j'écris. Donc là, on vous prive de votre écriture ce matin. Voilà. Mais c'est pas bien grave. Mais voilà, j'écris en gros de 8h à midi. Et le reste de la journée, quand je suis avec ma compagne dans notre maison de Normandie, c'est consacré aux promenades, au jardinage, à la vie. Et à Paris, c'est un peu la même chose. Mais il y a aussi une bonne partie de l'après-midi qui consiste à répondre à mes mails, au fond. C'est-à-dire à faire des petites choses qui ne relèvent pas de l'écriture, mais qui relèvent de la politesse. Comme beaucoup d'entre nous, je reçois beaucoup de courriers, donc maintenant essentiellement par email, et notamment venant de lecteurs. Et je me sens tenu de répondre au moins au premier courrier. C'est un plaisir d'écrire? C'est un plaisir extrême, oui. Moi, j'ai pas l'angoisse de la page blanche. Oui, c'est ce que j'aime le mieux faire. Je pense que c'est ce que je fais le mieux. Et puis moi, je suis effectivement philosophe, mais aussi écrivain. C'est-à-dire que je tiens à ce que la prose soit belle. C'est ce que j'ai appris, notamment chez Alain. Le philosophe Alain? Le philosophe Alain, mais aussi en quelque chose chez Descartes, chez Montaigne et chez Pascal. Au fond, vous savez, on m'avait demandé il y a des années de ça un article sur la tradition française en philosophie. Immense, et donc il fallait bien prendre quelques points de repère. J'ai pris les 3 plus grands et les 3 initiaux. Montaigne, Descartes, Pascal. Et que je comparais aux 3 plus grands britanniques, Hobbes, Locke, Hume, et aux 3 plus grands allemands, Leibniz, Kant, Hegel. Une fois qu'on se donne ces 3 trinités, ou ces 3 trilogies, les différences sautent aux yeux. Il y en a 2 spectaculaires. La première, c'est que si vous confiez les méditations métaphysiques de Descartes ou les pensées de Pascal à tel ou tel de vos amis non philosophes, il comprendra tout l'essentiel. Si vous lui confiez la phénoménologie de l'esprit, il ne comprendra rien. Alors, vous lui confiez le traité de la nature humaine de Hume, ou les traités de Locke, ou le Léviathan de Hobbes, il comprendra certaines choses, mais ça va quand même lui paraître très ennuyeux. Donc, ce que Nietzsche appelait la belle clarté française. Un philosophe, dans cette tradition-là, il ne s'adresse pas à ses collègues, comme disait Bergson, il s'adresse à l'humanité. La deuxième différence spectaculaire, c'est que ces 3 philosophes, Montaigne, Descartes, Pascal, philosophe à la première personne. C'est moi que je peins, disait Montaigne. Le discours de la méthode, c'est une autobiographie philosophique, très, très expressément. C'est l'histoire d'un esprit, disait le professeur Alquier. Quant à Pascal, il a beau dénoncer le sot projet qu'eut Montaigne de se peindre, évidemment, quand on lit les pensées, on a affaire non pas à un auteur, comme il disait, mais à un homme. Et donc cette philosophie à la première personne
très différente de la philosophie empiriste britannique, où au fond, le sujet qui s'exprime, c'est le sujet anonyme d'une expérience quelconque. Ou de la philosophie allemande où le sujet qui s'exprime c'est l'absolu lui-même, si vous voulez, enfin prétendument l'absolu lui-même. Non, cette philosophie à la première personne est une deuxième singularité de la tradition française. Puis la troisième, c'est là où je voulais en venir, vous savez ce que disait Buffon, le style c'est l'homme. Quand on philosophe à la première personne, la question du style devient décisive. Eh bien, il se trouve que nos trois plus grands philosophes, du moins du côté de l'amont, Montaigne, Descartes, Pascal, sont d'immenses écrivains. Et même pour deux d'entre eux, Montaigne et Pascal, des écrivains de génie. Hobbes, Locke, Hume ne sont pas d'immenses écrivains. Ils n'ont pas leur place dans l'histoire de la littérature britannique. De même que Leibniz, Kant ou Hegel n'ont pas leur place dans une histoire de la littérature allemande. Et moi, j'ai voulu renouer avec cette tradition-là, être à la fois philosophe et écrivain, c'est-à-dire il faut que la pensée soit vraie, ou en tout cas qu'elle soit d'une vérité possible, qu'elle soit rigoureuse, mais il faut que la langue soit belle. Mais si vous écrivez autant, c'est pas juste par amour pour la langue. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas tout dit ou parce que vous n'avez pas réussi à dire ce que vous vouliez dire? Si vous continuez à écrire. Il m'arrive, moi, depuis longtemps, mes amis se moquent un peu de moi là-dessus, parce que ça fait 20 ans que quand je termine un livre, je leur dis, après j'arrête. Parce que j'ai toujours pensé au fond que l'écriture, c'était pas un but en soi et que les vrais sages, encore une fois, je n'y prétends pas, mais à la limite, se reconnaissent au fait qu'ils n'ont pas besoin d'écrire. Socrate, Pyrrhon, Diogène n'ont rien écrit. Le Bouddha non plus. Bon. Et donc, moi, j'ai toujours vécu un petit peu ce besoin d'écrire comme la marque d'une faiblesse. Mais à chaque fois que j'essaye de ne pas écrire, l'angoisse et la mélancolie prennent tellement vite le dessus que j'ai dû me résigner et accepter que cette faiblesse existe bien, mais exactement, c'est la mienne. Et donc, moi, je ne peux pas vraiment vivre sans écrire. Mais oui, j'ai un peu le sentiment d'avoir dit, non tout ce que j'avais à dire, mais d'avoir dit l'essentiel. Écoutez, j'ai 67 ans, il est clair que l'essentiel de mon œuvre est derrière moi. Kant a écrit bien après. Oui, non, mais je dis pas que j'écrirai, enfin, non, je ne dis pas que je n'écrirai plus, mais j'écris en ce moment et je compte bien continuer, vous voyez, mais non, je pense que l'essentiel, je l'ai dit, je l'ai bien dit, mais comme j'ai besoin d'écrire, j'ai plaisir à continuer. Mais vous dites, quand vous n'écrivez pas, vous ressentez l'angoisse, donc ça paraît assez personnel, enfin, les raisons d'écrire sont intimes, vous appartiennent, et en même temps, vous avez dit plutôt dans l'émission que vous ne conceviez pas le travail philosophique sans l'adresse à notre époque. C'est-à-dire que le destinataire, vous le gardez toujours en tête quand vous écrivez, vous l'écrivez au lecteur d'aujourd'hui. J'écris pour les gens, j'écris parce que je peux pas faire autrement, mais aussi j'essaye d'être utile. Et donc, il faut écrire pour son époque. J'ai aucune prétention à l'avant-garde. J'espère bien qu'on me lira encore dans un siècle ou deux, mais en la vérité, bien sûr, je n'en sais rien. Mais voilà, je crois que c'est peut-être ça une singularité. Je suis un philosophe à l'ancienne, mais justement, parce que je suis philosophe à l'ancienne, je m'adresse à mes contemporains, mais comme faisait Socrate sur la place publique ou Épicure dans son jardin. Ça n'est nullement contradictoire. Et puis, je crois, encore une fois, c'est la formule de Deleuze que j'évoquais en commençant, si vous pensez que la philosophie ne sert à rien, n'en faites pas. Moi, je pense que la philosophie sert à quelque chose, elle sert à vivre mieux. D'ailleurs, beaucoup de lecteurs me le disent parmi les mails que je reçois. Le plus souvent, ce sont des mails de remerciements, des gens qui me disent merci, vous m'avez beaucoup aidé, beaucoup apporté, vous m'avez fait découvrir la philosophie. Pour certains, quelques-uns m'ont dit, vous m'avez sauvé la vie. Ça compte dans une vie d'auteur. Hein. Et quand j'ai quelques-uns, c'est pas 2 ou 3, c'est plutôt entre 10 et 15. Comment un livre peut-il sauver la vie de quelqu'un? Parce que je pense que dans des situations d'extrême souffrance, d'extrême angoisse, d'extrême détresse, prendre le recul de la réflexion, ça fait du bien. On avait commencé un petit peu par là, et j'ai vu des gens qui m'ont dit effectivement qu'ils songeaient au suicide comme une possibilité à très court terme, et que la lecture de tel ou tel de mes livres leur a permis d'aimer à nouveau la vie. Et au fond, voilà, la vraie sagesse, je parlais de sagesse au tout début, dans mon autobiographie, sous l'influence de Marcel Conche et d'Épicure et de Spinoza, l'idée de sagesse a joué un rôle majeur. Je crois plus trop à la sagesse absolue d'un Épicure ou d'un Spinoza. Maintenant, la sagesse qui m'éclaire le plus, c'est celle de Montaigne. C'est-à-dire une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, au sens où Épicure ou Spinoza pouvaient l'être, qui n'ont même pas l'ambition de devenir des sages, mais qui ont la sagesse au moins de l'accepter. Or, la sagesse de Montaigne se résume en une phrase, dans le tout dernier essai du dernier livre de Montaigne. Montaigne écrit simplement « Pour moi, donc, j'aime la vie ». Et pour moi, c'est la seule sagesse qui compte. Autrement dit, la sagesse, c'est pas aimer le bonheur.
Pas besoin d'être sage, pour n'importe quel crétin est capable d'aimer le bonheur. La vraie sagesse, ça n'est même pas l'amour de la sagesse. N'importe quel philosophe en est capable, qui le porte dans son nom. Non. La vraie sagesse, c'est l'amour de la vie. Heureuse ou malheureuse, sage ou pas, et bien sûr, aucune vie n'est heureuse ou sage dans son entier. Et quand on a compris ça, tout d'un coup, le malheur devient plus supportable. Ça me fait penser à un dessin de Claire Bretéché dans le Nouvel Obs, il y a une vingtaine d'années. C'est Agrippine, cette adolescente, qui pleure dans son lit. Alors, la mère d'Agrippine vient la voir, essaye de la consoler, lui dit « Mais pourquoi tu pleures? Écoute, t'es jeune, t'es jolie, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. » Et à chaque mot de consolation, on voit que les larmes d'Agrippine redoublent. Et donc, au bout de quelques vignettes comme ça, la mère en a marre et lui dit « Bon, écoute, la vie est une galère, les enfants sont des boulets et les fesses ne se remusclent jamais. » Et à chaque tirade de sa mère, on voit que les larmes se réduisent, elle pleure de moins en moins, et à la fin, quand sa mère lui dit « Et les fesses ne se remusclent jamais », Agrippine dit à sa mère « Ça me fait un bien ce que tu me dis ». Et je crois qu'une partie du bien que je fais, et parfois à mes lecteurs, du moins certains d'entre eux, tient à ça. C'est-à-dire que je n'essaie pas de les consoler en leur disant la vie est belle, j'essaie plutôt de les aider à accepter que la vie soit très exactement ce qu'elle est. Parce que ça n'est pas parce que la vie est aimable qu'il faut l'aimer, c'est pour qu'elle le soit. C'est une grande formule de Spinoza, ça n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons, c'est inversement parce que nous la désirons que nous la jugeons bonne. Eh bien, je dirais, à la façon de Spinoza, ça n'est pas parce que la vie est bonne qu'il faut l'aimer. C'est dans la mesure où nous l'aimons qu'elle nous paraît bonne. L'amour est premier. Et c'est là où finalement, par ce long détour, notamment de la tradition grecque et de Montaigne, je retrouvais quelque chose de l'inspiration des évangiles de ma jeunesse, c'est que c'est l'amour qui donne de la valeur. Des fesses d'Agrippine aux évangiles. Merci beaucoup André Comte-Sponville d'être venu nous parler de votre travail ce matin. Merci à vous. Votre dernier livre s'appelle Contre la peur et 100 autres propos. On le trouve chez Albin Michel. On se quitte avec une musique. Vous avez évoqué Beethoven tout à l'heure. On se quitte avec le 4e mouvement de l'Ode à la joie, la symphonie numéro 9 en ré mineur de Beethoven, qui est devenu l'hymne européen. C'est une musique qui vous parle particulièrement. Et qui est le plus bel hymne du monde, il faut le dire, en cette préparation d'élection. Merci à vous. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mostin-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, vous nous parlez d'un philosophe. André Gortz, né en 1923, il est l'auteur d'une vingtaine de livres, de son premier, Le Traître, publié en 1958 à l'Immatériel, paru en 2003, sans oublier un texte sublime, Lettre à D, Histoire d'un amour, qu'il dédie à sa femme avec laquelle il s'est suicidé en 2007. André Gortz, philosophe réservé, nous a laissé une œuvre majeure sur le travail, le capitalisme et l'écologie, qui continue à infuser les discours politiques et sociaux sans même qu'on ne le cite. Pour en prendre la mesure, vient de paraître un entretien avec François Nudelman aux éditions La Découverte. On y découvre une pensée très actuelle, mais surtout une voix, une attitude, une manière d'être à l'existence. Et ce n'est pas moi qui suis le philosophe qui essaye de penser la réalité, l'existence et soi-même, plutôt que de penser la pensée des autres. Ça, c'est la première chose qui m'a attiré chez Sartre, c'est que chez Sartre, il n'y a pas de citation. Déjà dans l'imaginaire, et ensuite dans l'être aliénant, donc ces deux premiers
livres philosophiques, car ces articles, c'est différent, ce sont des commentaires critiques. Donc dans ces deux livres-là, ce n'est pas de la pensée sur de la pensée. Penser sans citation, penser par soi-même mais sans revendiquer une identité, telle semble être la posture qu'a reprise André Gorz de Sartre. Posture en équilibre qui apparaît encore aujourd'hui dans toutes ses idées, ses textes et discours dans l'air du temps, développés chez lui mais sans qu'il ne soit cité. André Gorz, c'est la discrétion incarnée, une présence indéniable mais imperceptible, une voix et une pensée bien là mais qui ne s'impose pas. Son premier texte, Le Traître, en témoignait, voici ce qu'il disait. En deçà de toute considération théorique, il a horreur du moi. Plus simplement, il n'a pas de moi, pas de caractère, pas de goût affirmé, sinon celui de s'effacer, pas cette aisance de l'homme à l'aise dans sa peau, pas de spontanéité, pas de personnalité. Ce n'est pas assez que de parler d'horreur du moi, il a la terreur de l'identification. Le travail a été beaucoup plus étroitement fonctionnalisé qu'à l'époque où il y avait des mineurs, des sidérurgistes, etc., qui avaient un savoir-faire irremplaçable, qui avaient des trucs professionnels qui ne s'apprenaient pas. Et à partir du moment où vous standardisez les actes productifs, les actes techniques, et qu'ils deviennent réalisables par n'importe qui après une formation de quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois ou mieux, donc l'ouvrier devient interchangeable, il a beaucoup de mal à s'identifier à sa tâche, et s'il s'identifie à sa tâche, cette identification n'est plus pour lui une source de pouvoir. Penser par soi-même, dire je, mais sans s'enfermer dans une identité, tel était l'équilibre d'André Gorz, mais aussi l'enjeu de sa pensée et d'une vie telle qu'il la concevait. Ses réflexions sur les transformations du travail, dès lors que ses conditions de production ont été standardisées, dès lors aussi que la consommation est devenue un phénomène de masse, dès lors enfin que le travail a perdu le fait d'avoir un sens et n'a plus été une source de pouvoir, eh bien toutes ces réflexions tendent à poser cette question de la réappropriation de soi en contexte d'aliénation. C'est par cette question d'ailleurs que François Nudelman commence son entretien avec André Gorz. Comment, quand on ne peut plus s'affirmer comme sujet dans un projet existentiel, dans une action, peut-on encore dire je? Comment se réapproprier soi-même? En réalité, qu'est-ce qu'on appelle culture? Depuis toujours, on appelle culture le réservoir d'interprétation, de normes, de traditions, de valeurs, à partir desquelles se forme et se structure votre sensibilité, vos goûts, votre sens du beau, du vrai et du juste. La culture est ce qui vous fournit les critères en vertu desquels vous pouvez décider ce qui vaut et ce qui ne vaut pas, ce qui mérite d'être fait, ce qui ne mérite pas d'être fait. Aux côtés de sa pensée du travail, André Gorz a développé toute une critique sociale du capitalisme qui doit nous conduire, dit-il, à une écologie politique. Précurseur sur ces sujets, on y retrouve la même problématique, comment se réapproprier soi-même quand les conditions premières de survie sont menacées, quand une culture commune fait défaut. Question on ne peut plus d'actualité, mais troublante, car qui est ce soi aujourd'hui si ce n'est une identité individuelle ou collective? On peut penser par exemple à ces mouvements de fierté qui revendiquent des identités. Gorz dira que ce soi, c'est le soi vital de chaque vivant. Reste à chacun de ne pas s'enfermer, soi ni l'autre, dans cette nature parfois tout autant aliénante. Merci Géraldine, vous nous recommandez la lecture de ce livre donc? Ce livre, c'est Penser l'avenir, des entretiens avec François Nudelman qui ont lieu en 2005. C'est préfacé par Christophe Fourel et c'est aux éditions de La Découverte. C'est noté Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à Elsa Le Saulnier qui m'a aidé à préparer cette émission avec Anaïs Isbert, Colomba Grossi, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Thomas Beau qui réalise cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Morgane Danan. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle série d'émissions sur le rêve. De la veille au sommeil, des chansons d'Alain Bachung au rêve de Descartes. La semaine prochaine, nous vous montrerons que philosophie et rêve ont beaucoup à se dire. D'ici là, pour réécouter cette émission, ce Profession philosophe avec André Comte-Sponville, c'est très simple. Vous vous rendez sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pourrez réécouter chaque émission en ligne, mais aussi les télécharger, les podcaster pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, où nous attendons vos remarques et commentaires et on sera ravis de répondre à ces remarques. Voilà, on se retrouve lundi à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.